Nous sommes africains et panafricains parfois à regarder la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Et c'est un plaisir de vous savoir toujours nombreux à suivre les programmes que nous mettons à votre disposition. Aujourd'hui, je sais, vous ne vous attendiez pas vraiment à cela, mais c'est une occasion pour nous de parler avec des illustres personnalités sur le plateau d'Afrique Média face à l'actualité. Nous sommes toujours confrontés à l'actualité tous les jours et aujourd'hui encore, nous allons parler d'un fait qui est longuement discuté par le peuple africain. Et nous parlons du franc CFA et bien sûr nous nous intéressons aussi au fait que le Nigeria aujourd'hui soit devenu la première puissance économique en Afrique. Nous essaierons de comprendre ce fait-là dans cette édition de face à l'actualité. Alors, nous recevons sur ce plateau pour la cause une personne que bon nombre d'Africains connaissent. Il s'appelle Nicolas Borou, le professeur pour habiller son nom. Il est docteur en économie et professeur à la Sorbonne en France. Auteur de l'ouvrage que vous allez voir tout à l'heure, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, et qui nous démontre comment et le pourquoi du franc CFA et le pourquoi le franc CFA est une monnaie nocive pour les pays qui l'utilisent. Et vous êtes, il faut le dire, ivoirien, professeur Nicolas Borou, bienvenue dans cette édition. Merci de me recevoir. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir. Parce qu'on sait que ce n'est pas du tout facile de vous avoir sur les plateaux, que ce soit à Afrique Média, que ce soit dans d'autres médias. Oui, en fait, nous travaillons énormément avec les médias pour pouvoir justement donner l'information à tout le monde et voir comment le franc CFA bloque structurellement l'Afrique. D'accord. La première question qu'on a envie de vous poser en voyant ce livre que vous avez commis et qui est sur le marché actuellement, Nicolas Borou, vous le voyez bien à l'écran, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, nouvelle préface du professeur François Dengue, qui est aussi à votre compagnie pour la même cause, les conférences. Alors, nous allons tout simplement parler de ce livre avec vous et décrypter un peu la question concernant le franc CFA dans cette édition. La première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi est-ce que vous pensez que l'euro et justement le franc CFA freinent le développement en Afrique? Bien, merci. C'est que, en fait, il faut déjà savoir que veut dire le franc CFA. Le franc CFA veut dire originellement le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une monnaie purement coloniale inventée par et pour les colons. Donc, on voit bien que la perpétuation, ou du moins c'est le maintien du franc CFA, ne fait que perpétuer la colonisation. Et les trois banques centrales. Pour mémoire, rappelons avec force que la monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Autrement dit, ce sont les représentants du peuple, dans certains cas, comme les parlementaires, qui ont le pouvoir de la monnaie. Dans ce cas d'espèce, le franc des colonies françaises d'Afrique a été inventé en 1945 conformément à l'article 3 du décret 45-01-36 par le général de Gaulle. On n'a jamais demandé l'avis des Africains après l'indépendance politique. Ça veut dire que c'est une monnaie anticonstitutionnelle. Mais elle est au service de la France. Donc, pour qu'on puisse aller très vite à l'essentiel, nous pouvons aussi rappeler que le franc CFA a été certes inventé par le général de Gaulle, mais le grand-père du franc CFA est Hermann Göring, qui lui-même a appliqué à la France et aux autres pays contis ce qu'on appelle le nazisme monétaire, qui est méconnu. Donc, du peuple africain déjà. Pardon? Méconnu du peuple africain. D'abord des Français eux-mêmes, puisque nous faisons les mêmes conférences en France, et des Africains. C'est-à-dire que le nazisme monétaire se manifeste par 4 manières, à savoir la présence des nazis au cœur du système financier du pays conquis comme la France. Deuxième manière, la dévaluation de la monnaie locale trouvée sur place par les Allemands. Troisième manière, le remplacement de la monnaie locale par une monnaie purement coloniale. Et enfin, ce qu'ils appellent le clearing, qui est devenu pour nous ce qu'on appelle les comptes d'opération. Donc, pour pouvoir gagner du temps, si vous voulez, on pourra passer rapidement en revue les institutions et on verra bien que ce n'est rien d'autre que la reproduction du nazisme monétaire. Par exemple, au niveau des institutions,
nous avons dit qu'il y a la conférence des chefs d'État. La conférence des chefs d'État qui, en principe, comme disent les tests, prennent la décision à l'unanimité. Mais dans la réalité, c'est que la décision elle est prise par la France. Par exemple, lorsqu'un pays africain veut rentrer dans la zone franc CFA, il lui faut l'accord préalable de la France. Pour une raison simple. On sait quand même que ce sont les pays francophones, généralement, qui se retrouvent dans cette zone-là. Bien sûr, ils sont 15 pays et qui sont justement mis dans le colonialisme monétaire. Alors, professeur, je propose, avant que nous revenions sur ce sujet-là, pour que vous nous donniez déjà les principes, parce que vous parlez de 4 principes qui font que nous puissions comprendre aujourd'hui que le franc CFA n'a pas le droit de se retrouver en Afrique, surtout en Afrique francophone. Et il y a justement un papier que nous a préparé un journaliste d'Afrique Média, éditorialiste, et il s'appelle Steve Jocelyn-Goss. Vous allez comprendre ce qu'il pense du franc CFA, et on revient après pour en discuter. La rencontre des ministres des Finances des 16 pays de la zone franc du 11 au 13 avril 2011 dans la capitale tchadienne avait été sanctionnée par un communiqué de presse. Les participants à cette réunion avaient échangé sur la situation économique de la zone franc et avaient pris note des perspectives de croissance dans les différentes institutions financières sous-régionales. Dans la zone CEMAC, notait le document, la croissance dépassera 4,5 voire 5% du fait de la progression des recettes pétrolières et des projets structurants dans les pays de la sous-région Afrique centrale. Au niveau de l'UEMOA, les perspectives de croissance sont encore très incertaines, compte tenu de l'instabilité de la Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble de la zone franc donc, l'inflation a reculé en 2010. Les ministres et les experts financiers ont pris acte au cours de cette rencontre, plusieurs fois renvoyée, de la convergence des politiques macroéconomiques dans la zone concernée. La question de la centralisation des cours extérieurs dans les banques centrales avait aussi été débattue. La ministre française de l'économie Christine Lagarde, qui présidait la réunion pour le compte de la France, a présenté aux participants les travaux de la présidence du G20, en particulier ses priorités en matière de développement, un secteur dans lequel les Africains ne voient pas l'appui de la France. Pour le comprendre, il faut définir spécifiquement ce qu'est la zone franc, pour ne pas dire les pays utilisateurs de la même monnaie qui est le franc CFA. En Afrique, la zone franc constitue un espace monétaire et économique, nous dit-on. Cet ensemble formé d'États et de territoires est issu de l'évolution et des transformations de l'ancien empire colonial français et d'États qui n'étaient pas des colonies françaises comme le Cameroun, d'abord allemand, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Après l'accession à l'indépendance, la plupart des nouveaux États ont choisi de rester dans un ensemble monétaire homogène dont le cadre institutionnel a été rénové et qui a été structuré par un système de change commun. On se poserait aujourd'hui la question, pourquoi? Pourquoi la France continue-t-elle de maintenir ce franc CFA alors que certains pays francophones ne font que peu d'efforts au niveau de leur gouvernance économique face aux résultats économiques obtenus au niveau de l'amélioration de la pauvreté et du bien-être des populations? Dans les pays d'Afrique ayant subi la colonisation française, le franc CFA est introduit pour le commerce des matières premières car il faut les acheter à bon marché, la monnaie de la métropole ayant une valeur nettement supérieure à celle des pays colonisés. Un franc français égalant 50 francs CFA, dès la mise en circulation de cette monnaie africaine. Ce qui fait que le Français qui vient en Afrique, rémunéré au même titre que celui qui est resté au pays, voit l'argent que lui verse la métropole multiplié par 50. Et avec cette conversion, les matières premières coûtent extrêmement moins cher, ainsi que la main-d'œuvre payée avec la monnaie locale. Contre toute attente, l'indépendance juridique ne s'accompagne pas de l'indépendance économique. Les territoires français d'Afrique s'étant transformés en républiques continuent à être liés économiquement
à leurs anciens maîtres par le biais de ce même franc CFA qui, au fil des années, subira une dévaluation de 50% en 1994. Les Africains doivent se rappeler que cette dévaluation avait été décidée unilatéralement par les autorités monétaires françaises de l'époque, sans réelle concertation avec les États africains. Décision unilatérale démontrant la mainmise de la France sur ses ex-colonies. Et cette nouvelle donne monétaire va continuer à créer un grand malaise dans les économies et pouvoirs d'achat des Africaines. Faut-il préciser que les devises de la zone franc sont des contre-valeurs à parité fixe avec l'euro, dont la valeur est garantie par le Trésor français dans le cadre du traité de Maastricht. Créé initialement en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, de fait, le franc CFA est officiellement né le 26 septembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international, le FMI. Il signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique. Il est alors émis par la Caisse centrale de France d'outre-mer. En 1958, le franc CFA devient franc de la communauté française d'Afrique. Géré par le Trésor français par le biais du compte d'opération, le franc CFA en Afrique occidentale et centrale est sous contrôle de deux banques régionales créées pour la circonstance. La Banque des États d'Afrique centrale et la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, la néocolonisation se poursuit à travers ces institutions financières par un certain nombre de compétences françaises travaillant en leur sein dans le cadre de l'assistance technique et ayant un droit de veto quand les intérêts de la France se voient compromis. Ce droit de veto s'exerce surtout au niveau du conseil d'administration des banques centrales puisque la France y participe. Et c'est ce qui fait que l'institution d'une monnaie nationale s'avère compliquée dans ces ex-colonies françaises où la France continue à tirer beaucoup de bénéfices dans les échanges économiques avec ces ex-colonies, surtout quand il s'agit de l'achat des matières premières. Même avec le passage du franc français à l'euro, la France maintient toujours la survie du franc CFA, ce qui permet de tirer des avantages non négligeables de ces ex-colonies, fonctionnant comme des territoires d'appoint. La véritable indépendance du continent africain commencera par la maîtrise de sa propre monnaie, gage d'une autonomie financière qui mène vers une véritable indépendance économique. Cette monnaie commune a plus de chances de voir le jour au niveau des communautés sous-régionales. Pour rappel, la zone franc est composée de 16 pays dont 15 États africains et le 16e est tout simplement la France. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad, de la République fédérale des Comores et bien sûr la France. Au demeurant, au cours des dernières années, la coopération monétaire entre la France et les pays de la zone franc est régie par 4 principes fondamentaux. Garantie de convertibilité illimitée au trésor français, fixité des parités, libre transférabilité et centralisation des réserves de change. Est très souvent au centre des débats. Débats que nous espérons changeront le cours des événements en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
Alors, nous disons merci à Steve Joselengos pour cet élément qu'il nous a préparé pour cette édition de Face à l'actualité. Nous rappelons que nous sommes en présence du professeur Nicolas Agborou. C'est un Ivoirien, c'est un docteur en économie et professeur à la Sorbonne. Nous vous présentons son livre qui s'intitule tout simplement La France-Afrique contre le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, pour nous permettre de comprendre exactement pourquoi est-ce qu'il pense que le franc CFA n'a pas besoin de se retrouver sur le territoire africain ou encore dans les pays francophones, comme c'est généralement le cas, ou alors en Guinée équatoriale aussi qui fait partie de cette zone de franc. Alors, professeur Agborou, vous avez regardé cet élément que nous a proposé monsieur Steve Joselengos. Est-ce que vous pensez justement que la France, puisque nous sommes en train de parler de cette France-là, vous pensez que la France est en train d'appliquer un principe politique et non économique en Afrique en instituant ce franc CFA en Afrique? Bien, il faut tout simplement dire que la France défend ses intérêts en Afrique. La France maintient en captivité les Africains qu'on appelait les ex-colonies. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, et ça c'est connu, pour dominer un pays, il faut simplement dominer sa monnaie. Celui qui contrôle la monnaie du pays contrôle le pays. Pourquoi? Parce que la monnaie dort dans une maison qu'on appelle la banque centrale. C'est la banque centrale qui coiffe toutes les banques commerciales du pays. Et tous les citoyens lambda comme vous et moi, ont leur compte dans les banques commerciales. Donc, l'ordre vient de la banque centrale. Pour qu'un citoyen lambda puisse accéder à des crédits bancaires, l'ordre vient de la banque centrale. Dans le cas précis, les trois banques centrales dont on parle, c'est-à-dire la Banque centrale des Comores, la BCAO et la BEAC, sont en fait des filiales de la Banque centrale de France qu'on appelle la Banque de France. C'est pourquoi tout citoyen de cette zone dite monétaire, c'est-à-dire ceux de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, tout comme de la BCAO et des Comores, vous remarquerez que, quel que soit l'importance de leur projet, il leur est très difficile d'accéder à des crédits bancaires. Par contre, quand un Français vient dans ces zones-là, lui est plus facile d'accéder à des crédits bancaires. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Cela s'explique par le fait que, et ça il faut que les Africains comprennent ça définitivement, parce que le franc des colonies françaises d'Afrique appartient à la France. Et c'est le franc CFA qui dort, autrement dit qui est géré par ces trois banques centrales. Tant que les Africains n'ont pas compris ça, malheureusement ils tourneront en rond. Donc, parce que, je reprends, le franc CFA est une propriété à part entière, c'est-à-dire à 100% de la France. La France contrôle les trois banques centrales, où justement elle est présente. Puisque quand on voit le conseil d'administration de ces trois banques centrales, par exemple à la BCC, il y a 8 administrateurs, dont 4 Français. À la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, il y a 12 Africains et 2 Français. Et à la BCAO, il y a 16 administrateurs africains et 2 Français. Logiquement, les Français ne devraient pas être présents dans ces conseils d'administration parce que les Français ne sont pas, par exemple, présents au conseil d'administration de la Banque centrale du Nigeria, du Ghana et de tout autre pays hors zone franc CFA. Ou alors peut-être parce qu'ils pensent qu'ils manipulent ou alors qu'ils maîtrisent mieux le fonctionnement de la monnaie que, absolument pas. Ces autres économistes. Non, puisque Valéry Giscard d'Estaing même l'a dit ouvertement que les Français gèrent, en tout cas, ils ne sont pas très bien dans la gestion des monnaies. Mais ce qu'il faut dire pour ne pas distraire les gens, il faut bien comprendre que la France est présente dans ces trois banques centrales et domine donc les banques commerciales et tous les circuits financiers parce que ces Africains-là utilisent la monnaie de la France. Le franc CFA est une propriété à
à 100% de la France. Tant qu'on n'a pas compris ça, on tourne en rond. Et pour mémoire, le franc CFA n'est pas créé, n'est pas imprimé, n'est pas produit sur le continent africain. Le franc CFA se produit à Chamalières, près de Clermont-Ferrand, en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un a votre porte-monnaie en poche, c'est fini, il vous domine. Exemple, quand les Africains demandent, par exemple, 100 000 milliards de francs CFA, la France va imprimer les 100 000 milliards, mais en contrepartie, car c'est une imprimerie, c'est une entreprise qui est là, elle va demander 25%. 25% des 10 000 et des 100 000 milliards, c'est bien 25 000 milliards de francs CFA que les Africains doivent payer. Mais la France n'a pas besoin des francs CFA. Donc, il faut convertir les 25 000 milliards en euros. Quand vous divisez par 655,950, vous trouvez facilement 38 milliards d'euros que les Africains doivent, ou du moins se versent à la France. Et comme elle gère les comptes d'opération, où les Africains déposent depuis 1945 jusqu'à 1973 100%, l'intégralité de leurs recettes d'exportation. Ensuite, de 1973 jusqu'à l'an 2005, 65%. Et enfin, à l'instant où nous parlons 50%, ça veut dire qu'elle détient les réserves, autrement dit les devises des Africains. Donc, si pour le coût de l'impression, il faut que les Africains paient 38 milliards, elle épuise dans ses comptes d'opération pour se faire rémunérer. Donc, c'est ça. Ensuite, comme je ne cesse de le dire, les Africains sont maintenus en captivité, aussi bien par les institutions comme par les 4 principes. Non, mais on a toujours l'impression que vous généralisez, parce qu'on rappelle quand même que il y a 3 banques principales qui pratiquent la monnaie, le franc CFA. Et on a parlé de la BEAC, de la Banque des États de l'Afrique centrale, on a parlé de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et on a parlé de la Banque centrale des Comores, qui utilisent cette monnaie. Est-ce qu'on peut généraliser, puisqu'on sait qu'il y a d'autres pays, tels que le Nigeria, dont on parlera tout à l'heure, qui n'a pas intégré ces monnaies-là, et qui a décidé de créer sa propre monnaie? Oui, justement, parce que ça aussi, il faut expliquer aux uns aux autres. Souvent, quand on dit monnaie, c'est trop technique, élitiste, et qui élimine même des gens du débat. La monnaie, c'est l'argent. C'est aussi simple que ça. L'argent qu'on utilise dans le pays. Donc, quand le Nigeria ou n'importe quel pays a son argent, donc a des moyens objectifs de produire des biens et des services qui détruisent la pauvreté. Lorsque vous voulez entreprendre et que vous avez besoin de l'argent et que vous n'avez pas cet argent, ici, il y a l'expression que tout le monde connaît, je n'ai pas les moyens. Quand on dit je n'ai pas les moyens, ça veut dire que je n'ai pas d'argent. Exactement. L'argent, ce n'est pas forcément le dollar. Vous remarquez que tous les pays du monde ont chacun leur monnaie. Et les pays peuvent se regrouper en ayant la même monnaie comme les États-Unis, etc. Donc ici, ce que les Africains doivent comprendre, et pourquoi justement ceux de la zone franc CFA sont au bas de l'échelle mondiale dans le classement des pays, c'est parce qu'ils n'ont pas leur propre monnaie. Donc ils travaillent pour la France. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, à travers les comptes d'opération, lorsqu'ils gagnent de l'argent à l'extérieur, parce qu'ils ont vendu à l'extérieur, ils donnent la totalité à la France. S'ils ont eu, par exemple, 1000 milliards de dollars, ils donnent à la France l'intégralité de 1945 jusqu'à 1973. OK. Et de 1973 jusqu'à 2005, s'ils gagnent, par exemple, 100 milliards, ou bien 100 000 milliards, ils donnent 65% à la France. Et de 2005 jusqu'à maintenant, ils donnent 50%. Alors, ils ne font qu'enrichir la France à leur propre détriment. Que se passe avec les autres pays comme le Nigeria? Le Nigeria et tant d'autres pays comme le Ghana, eux, ils travaillent pour eux. Quand ils gagnent de l'argent, donc les devises
ils ne le donnent pas à la France, ils ne le donnent pas à un autre pays comme l'Angleterre, ils le conservent chez eux. C'est ce que les Africains doivent comprendre. C'est comme vous, on va dire, vous avez 100 000 francs CFA par mois, et du coup, parce que vous êtes rentré dans un club, eh bien, vous prenez 50 000 francs, c'est-à-dire la moitié, vous allez donner à cette association ou bien à ce club. Il vous reste 50 000 francs. Oui. Comment est-ce que vous allez survivre? Donc, c'est ce qui se passe dans la zone franc CFA que les pays africains utilisateurs de cette monnaie purement coloniale doivent comprendre. D'accord. On va juste rappeler à nos téléspectateurs que vous n'êtes pas professeur à la Sorbonne, comme on l'a dit au départ. Vous êtes professeur à l'Université de Versailles. Ouais. La rectification vaut la peine. Face à la réalité du monde, la formation des grands blocs, les Africains n'ont aucun intérêt objectif à se séparer. Au contraire, ils doivent s'unir. Parce que quand on voit les grands blocs, quels sont les premiers partenaires économiques des Africains? Surtout ceux de l'Afrique francophone, c'est bien l'Europe. L'Union européenne, qui est en train de se créer, en fait, qui s'est créée pour aboutir aux États-Unis d'Europe. Ça, c'est un grand bloc. Lorsqu'on regarde au niveau des États-Unis d'Amérique, ils sont déjà 50. Et ils viennent de créer ce qu'on appelle l'ALENA, c'est-à-dire accord de libre-échange nord-américain qui regroupe les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Ça fait déjà un grand bloc. Exactement. Ensuite, tous ceux qui sont au sud de l'Amérique, ils forment le Mercosur. Donc vous voyez bien qu'entre l'ALENA, donc les pays du nord de l'Amérique, et ceux qui sont au sud, il y a deux blocs, un pas franchi, et puis toute l'Amérique sera unie plus tard, parce que c'est comme ça qu'on construit un pays. Au niveau de l'Asie, il y a non seulement la Grande Chine, mais il y a ce qu'on appelle l'ASEAN, c'est-à-dire Association des pays de l'Asie du Sud-Est, qui aujourd'hui vient de se regrouper avec la Chine. Au niveau de l'Australie, l'Australie est à la fois un pays et en même temps un continent. Le maillon faible dans tout ça, c'est l'Afrique. Quel est l'intérêt objectif que nous avons à gagner à faire des micro-États? Donc, l'émiettement des pays africains n'est pas conseillé. Ces trois banques centrales dont on parle, qui sont en fait le produit de la création de la France, il suffit simplement d'éliminer ça et on forme une seule banque centrale. Pour que ces 15 pays d'Afrique soient effectivement unis et constituent un noyau fédérateur de l'Afrique. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que les Africains qui se retrouvent dans ces trois entités-là sont capables de se réunir aujourd'hui pour justement créer leur propre monnaie ensemble? C'est possible parce qu'ils n'ont qu'à simplement prendre conscience qu'ils utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas la leur. Ils utilisent une monnaie étrangère, une monnaie qui leur est nuisible. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Pourquoi nuisible? Parce que le taux d'échange est favorable plutôt à la France qu'à l'Afrique. Ce n'est pas tellement un problème de taux d'échange, c'est plus profond que ça. Prenons par exemple les comptes d'opération. D'abord même au niveau de la tête, au niveau des institutions, il est très bien dit que la Banque centrale définit la politique, autrement la Banque centrale finance la politique de développement. Or, au cœur de ces trois banques centrales, sinon conseil d'administration, il y a la France qui chapeaute ces conseils d'administration. Donc, qui définit quel est le volume de crédit, quel est le volume de crédit, autrement, quel est le niveau de développement socio-économique qu'il faut infliger aux Africains. Donc, depuis la tête, c'est la France qui décide. Ça, c'est déjà un élément très important. Deuxième élément très important, au niveau de ces quatre principes qui ont été énoncés, notamment le conseil d'administration, le principe des comptes d'opération qu'on appelle la centralisation des changes. Que s'est-il passé? Comme c'est un héritage du nazisme monétaire passé, c'est ce que les nazis faisaient à la France. C'est-à-dire les Français, les nazis obligeaient les Français à exporter vers l'Allemagne des biens dont ils avaient besoin. Et au lieu de payer les Français, ils prenaient simplement leur stylo et
ils mettent un signe plus dans un compte qu'ils ont ouvert en Allemagne. Et c'est comme ça qu'ils ont pillé méthodiquement l'économie française et les autres pays vassalisés. Quand la France a été libérée, et ceci grâce au concours des Africains, elle a créé ce qu'on appelle les comptes d'opération. Et comment fonctionne ce compte d'opération? La France a fait obligation à tous ces pays-là d'exporter vers elle des matières premières dont elle a besoin. Et au lieu de payer ces Africains, comme nous dit Jean Boissonnat, qui est membre du comité monétaire de la Banque centrale de France, et dit que tout simplement la France prend son stylo, exactement comme les Allemands nazis, et elle crédite, elle met un signe plus sur le compte d'opération. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à s'approvisionner gratuitement, sans débourser une seule devise pour payer les Africains. Pour mémoire, lorsque la France veut payer le Nigeria, le Ghana, le Libéria et tout autre pays non membre de la zone franc CFA, elle puise dans ses caisses les devises pour les pays. Si ce sont les pays, les 15 pays d'Afrique, elle ne paye rien. Elle paye avec un signe plus. Ça, c'est un premier avantage que la France tire de ses comptes d'opération. Le deuxième avantage que les Africains doivent comprendre, il y a dépôt des devises africaines. On appelle devises toutes les monnaies du monde, sauf la monnaie locale. Et donc, dépose toutes ces devises, 100% dans ces comptes d'opération. Le taux s'est réduit de 73 à 2005 et de 2005 maintenant, mais les Africains continuent toujours de déposer. Que fait donc la France avec ces devises africaines? Eh bien, comme nous dit le rapport Jean Naninet, tout comme Xavier de la Fournière, la France utilise les capitaux africains, 1, pour pouvoir payer ses dettes, 2, pour combler son déficit budgétaire, 3, pour combler son déficit de la balance des paiements. Mais mieux, elle utilise les devises africaines qu'elle place à des taux d'intérêt rémunérateurs et les intérêts que l'argent lui rapporte, que les capitaux rapportent, elle prend dessus pour aller endetter les Africains. Prenons un exemple. Si quelqu'un vient vous confier, admettons, 12 000 milliards, comme vous êtes prudent, vous allez confier ça à une banque, qui va vous rémunérer pour mémoire 1% seulement. 1% de 12 000 milliards, ça fait 120 milliards d'intérêts. C'est ce que fait la France. Et elle va prendre sur les 120 milliards d'intérêts, admettons 40 milliards, elle dit, je m'avais aidé le Cameroun. Je m'avais aidé nos amis les Africains. C'est-à-dire, elle va prêter. Non, et pourtant, c'est quand même l'argent de l'Afrique. Voilà. Et ce sont les Africains qui sont les seuls au monde à donner des armes puissantes à leurs bourreaux sempiternels pour se rendre esclaves financièrement. D'accord. Sauf que j'aimerais quand même savoir, parce que quand vous arrivez, vous êtes en France, vous donnez cours en France. J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils reçoivent, eux, les Français, les conférences que vous donnez dans ce pays-là. C'est très bien. Il faut rappeler avec force que le franc CFA n'est pas enseigné en France. Donc, tout ce que je suis en train de dire, les conférences que j'ai faites depuis 15 ans, c'est tout simplement hors profession. Mais ils savent que vous existez quand même. Mais bien sûr, ils le savent. Ils le savent. Déclaré. Mais j'ai fait la conférence devant les Français qui eux-mêmes sont étonnés et ils ne peuvent pas comprendre comment, devant des trucs aussi grotesques, les Africains ne se révoltent pas. Comment ils peuvent se complaire dans une situation de colonisation visible? On ne peut même pas parler de néocolonisation. Vous travaillez et vous nourrissez quelqu'un d'autre. Et vous vous complaisez dans la pauvreté. Donc, c'est ça le véritable problème. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, après avoir parlé de ce problème, c'est que lorsque vous utilisez, quand vous utilisez l'argent des autres, qu'on appelle les devises, que vous pouvez importer des autres pays les biens d'équipement, sinon les outils indispensables, les équipements indispensables, pour pouvoir industrialiser le pays. C'est-à-dire pour poser les véritables bases du développement du pays. Car il n'existe pas un seul pays dans le monde
qui est développé et qui n'est pas industrialisé. Donc, depuis 1945 jusqu'à ce jour, en confisquant les devises africaines, la France empêche structurellement, empêche scientifiquement l'industrialisation des pays africains. C'est pourquoi nous sommes dans la sous-industrialisation. C'est une des explications majeures. Non, mais vous avez dit tout à l'heure que les Africains ne sont pas du tout bêtes, qu'ils sont même intelligents. La preuve, vous êtes là sur ce plateau avec nous et vous abordez ces questions si aisément. Nous avons quand même envie de comprendre comment est-ce que l'Africain fait pour rester embrigadé dans ce franc CFA, sachant qu'il y a beaucoup d'économistes comme vous, il y a des monétaristes qui maîtrisent bien ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas véritablement entendus, selon vous? Parce que, d'abord, pour pouvoir être entendu, il faut en parler. Or, les enseignants, les professeurs dont vous parlez, le prof ne peut enseigner que ce que lui-même il a appris. On est bien d'accord? Mais on dit toujours que ce qu'on a appris n'est pas un dogme et qu'à côté de cela, dans notre propre réflexion. Je suis en train de dire quelque chose de profond. C'est-à-dire que pour que le professeur qui est docteur, agrégé en économie, etc., pour qu'il puisse enseigner le franc CFA, ça veut dire, durant sa formation, le franc CFA était au programme. Ce qui n'est pas le cas. Personnellement, au moment où je vous parle, je n'ai jamais appris le franc CFA pendant que je faisais mes études à l'université d'Abidjan, jusqu'à la maîtrise. Donc, et vous touchez un professeur africain agrégé, tout ce que vous voulez, en économie, vous le touchez, il va faire preuve de l'érudition intellectuelle, il va vous citer toutes les théories du monde sur le plan économique. Quand vous lui dites parler maintenant du franc CFA, c'est un point faible. Parce qu'il n'a pas appris ça. C'est ça la réalité. Donc, on maintient volontairement les Africains dans l'ignorance. Voilà pourquoi le franc CFA a perdu. La force du franc CFA, il faut le dire, c'est l'ignorance, la sous-information dans laquelle on mettait les Africains. Et on leur fait comprendre tous les livres que nous avons lus, ceux qui ont écrit, les Français qui ont écrit, et nous ont mis dans la tête la dernière goutte du colonialisme intellectuel sur le franc CFA. Donc, nous qui avons pris sur nous la responsabilité d'aller à contre-courant de ces idées reçues, c'est pourquoi, si vous voulez, on a du mal à se faire comprendre. Mais nous sommes convaincus, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des collègues qui s'intéressent à la question. Et ils sont en train de lutter pour qu'on puisse introduire dans l'enseignement l'étude du franc CFA. Et c'est même pour ça que vous faites de nombreuses conférences. Pour pouvoir liquider cette monnaie coloniale. Parce que quand vous regardez le fait même d'amasser, de cumuler des devises africaines en France, c'est une tragédie humaine, pour ne pas dire même un génocide lent. Pourquoi? Imaginez un seul instant qu'il y ait 10 000 milliards de francs CFA au trésor public français. Lorsqu'on demande quel est le revenu par an, le revenu annuel, je dis bien annuel, d'un paysan africain, eh bien, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 100 000 francs CFA. Quand vous divisez les 10 000 milliards par 100 000, vous trouvez l'équivalent de 100 millions de paysans littéralement privés de leurs revenus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Quelqu'un qui est privé de ses revenus, on le tue. C'est une mort programmée. Non, mais et là, celui qui est privé de ses revenus-là pense que c'est l'État qui est la source de son malheur. D'abord, même, il ne comprend même pas pourquoi. En tout cas, il ne comprend pas ce problème-là. Donc, c'est ça. Maintenant, pour nous et pour les autres, parce que malheureusement, le temps avance très vite, en dehors des comptes d'opération, il y a aussi ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA en CFA, non, en euros. Que dit ce principe? Parce que c'est là aussi on arrive à maintenir les Africains et les Africains dans l'ignorance la plus totale, que le franc CFA est une monnaie convertible. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le franc CFA, que vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous pouvez accéder
à la monnaie des autres pays où vous allez. C'est ça, on appelle une monnaie convertie. Exemple, je prends le dollar, je viens d'arriver au Cameroun, je m'en vais dans une banque, on m'échange ça contre le franc CFA camerounais. Le franc CFA, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une monnaie convertible. Même pas en France. C'est-à-dire, si vous avez des francs CFA dans votre poche, que vous allez en France, en Belgique, partout, vous les sortez, vous n'aurez pas la monnaie du pays. C'est ce qu'on appelle une monnaie n'est pas convertie, mais pire. Quand vous prenez les francs CFA qui circulent, par exemple, en Afrique centrale, comme au Cameroun, et que vous allez en Afrique de l'Ouest, comme en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas les utiliser, et réciproquement. C'est-à-dire, je viens de Côte d'Ivoire, j'ai des francs CFA qui portent le nom de la BCAO, je m'en vais sur le terrain, au marché du Cameroun, je fais sortir les mêmes francs CFA, on dit non, ça ne marche pas. Donc, les francs CFA ne sont pas interchangeables. Qu'est-ce qui est derrière? Ce qui est derrière, il s'agit de cloisonner commercialement les deux zones dites monétaires. Pour que les Africains ne commercent pas entre eux, mais tous ils sont rivés vers la France pour servir la métropole. D'accord, c'est une saine division. En quoi elle est saine? Voilà, puisque de toutes les façons, elles vont converger vers la France, mais c'est quand même une division. Vers le pays colonisateur. Voilà, ça veut dire qu'en Afrique, déjà, eux ont réussi à les diviser, mais ils ne savent pas que c'est le même objectif qui sera atteint. Donc, tout ça, il faut prendre conscience pour dire, quand on vous dit il y a la libre convertibilité, c'est inexact. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, il faut expliquer aux Africains ce qu'on appelle la garantie de convertibilité illimitée, sans aucune limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ont suivi l'actualité avec M. Bruno Cabriac sur Vox Africa, oui, il expliquait que, en récitant bien sûr le principe, que cela veut dire quelle que soit la quantité de francs CFA que les Africains vont apporter à la France va leur donner des devises, va les convertir en euros. C'est ça. Et que c'est un accès illimité aux devises. Nous disons froidement, scientifiquement, que c'est inexact, au moins pour 6 raisons. Première raison, le franc CFA ne se produit pas sur le continent africain. Donc les Africains n'ont pas le droit d'émettre, de produire les francs CFA à volonté. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, les Français sont présents au conseil d'administration, où, comme nous dit M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque centrale, où la France limite volontairement ce qu'on appelle le financement monétaire des économies africaines, puisque c'est elle qui décide. Troisième raison froide, c'est que la France n'a pas le pouvoir de créer les zéros. Il faut que les Africains le sachent. Les zéros se produisent à Francfort, en Allemagne. Ça veut dire, par exemple, si les Africains présentaient à la France 656 000 milliards de francs CFA, dit France, il faut nous convertir ça en euros. L'équivalent, c'est 1000 milliards d'euros. Objectivement, la France ne peut pas le faire. Parce que je vous l'ai dit, même si la France le voulait, elle n'a pas ce pouvoir de création des zéros. Quatrième raison, les Africains peuvent dire, voilà 656 000 milliards, donnez-nous l'équivalent, non pas en euros, mais en d'autres devises. Puisque c'est une garantie illimitée de convertibilité en devises. Un accès illimité aux devises. Mais réfléchissons ensemble. Pour que la France puisse donner aux Africains des devises en quantité illimitée, cela suppose qu'elle-même possède ces devises en quantité illimitée, ce qui est objectivement faux. Puisque si elle avait des devises en quantité illimitée, elle aurait utilisé ça pour résoudre ses problèmes de chômage là-bas.
Donc, ça c'est inexact. C'est aux Africains de comprendre, de sortir vraiment de la niaiserie. Mais on a envie de croire que c'est quand même la hiérarchie de chaque pays qui devrait faire comprendre au peuple, au plus bas peuple, que, en fait, en principe, on n'a pas besoin d'avoir le franc CFA en Afrique. Alors, ce qu'on retient déjà de cette première partie, parce que nous allons avoir une deuxième partie où nous recevrons les consultants d'Afrique Média qui viendront apprécier ce que vous avez dit depuis le début. Alors, le franc CFA, vous l'avez dit, est fabriqué à Chamalières. J'espère que je prononce bien le nom de la ville en France. L'euro est fabriqué à Francfort, en Allemagne, ce qui fait que la France déjà ne maîtrise pas elle-même la fabrication de l'euro. Et d'un autre côté, les Français font partie du conseil d'administration, que ce soit à la BCAO, que ce soit à la BEAC, ou encore à la Banque centrale des Comores. Alors, je vais vous proposer de regarder un autre élément. Vous êtes ivoirien et votre président a une autre vision de ce que vous êtes en train de nous dire. Nous allons regarder cet élément de Alassane Dramane Ouattara, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui se retrouvait sur un plateau de TV5 Monde, un plateau international, avec le concours de la réalisation. On va regarder cet élément et on revient juste après. On parle de plus en plus, et on en a parlé notamment à Deauville, même si ce n'était pas au programme, de Christine Lagarde comme future directrice générale du FMI. Vous trouvez que c'est une bonne candidature? Vous avez été directeur général adjoint. Je soutiens à fond Mme Christine Lagarde. Elle sera un excellent directeur général pour le Fonds monétaire international que je connais bien. Est-ce que le fait justement d'avoir été directeur général adjoint du FMI facilite vos contacts pour justement une relance de l'économie ivoirienne? Ah ben, tout à fait, c'est quand même un monde que je connais bien. J'ai eu le privilège d'y avoir fait de nombreuses années, pas seulement en tant que directeur général adjoint, mais en tant que directeur Afrique. Et, je pense que cela va aider la Côte d'Ivoire. Cela va aider la Côte d'Ivoire. Pour le maintien du franc CFA, c'est un signe aussi de dépendance par rapport à la France. Monsieur, non, mais je pense que vous avez des vieux clichés. Ce n'est pas un signe de dépendance. J'ai été gouverneur de la Banque centrale. J'ai jamais eu un Français dans mes bureaux à la Banque centrale. Ce sont de faux clichés. La monnaie, donc CFA est une monnaie indépendante, gérée par les Africains, avec une parité fixe que nous avons choisie, que nous pouvons abandonner si nous le souhaitons, mais c'est dans l'intérêt de ces pays. Sans la parité fixe, les populations seraient plus pauvres aujourd'hui. Il y aurait une inflation galopante, surtout avec la crise ivoirienne. Donc arrêtons les vieux schémas. Voilà, les vieux clichés. Ce sera le mot de la fin. Vous tordez le cou à des vieux clichés. Voilà. Alors il faut en sortir avec ces vieux clichés, ces réseaux, ces termes que apparemment de France-Afrique, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du quotidien des Africains. Les Africains, nous voulons faire en sorte que l'Afrique se porte mieux, que les Africains puissent profiter de la mondialisation et que l'Afrique se modernise de plus en plus et de mieux en mieux pour le bien de tous les Africains. Ce sera vraiment le mot de la fin. Voilà. Il me reste à vous remercier d'avoir été notre invité exceptionnel. Voilà. Merci à vous deux. Merci. D'accord, il est très clair dans ses propos, le président ivoirien actuel, le président Alassane Dramane Ouattara, qui, pour lui, le franc CFA, finalement, c'est peut-être une bonne manne pour les Africains, surtout de la zone francophone, qui ont pour objectif, en tout cas, d'adopter cette monnaie pour permettre, il a dit, une bonne parité et plusieurs autres choses que vous comprenez certainement mieux que nous. Mais d'un autre côté, on sait qu'il est économiste comme vous. Et donc, il a étudié dans de très grandes écoles. Est-ce que vous pensez que c'est fortuit ce qu'il vient de déclarer? Bien, je ne vais pas rentrer dans un débat frontal avec monsieur le chef de l'État. On demande juste votre appréciation. Non, c'est-à-dire que je suis là pour expliquer aux Africains ce qui est. Le principe de la fixité des parités, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez 1 euro, on vous donne toujours et toujours en arrondissant 656 francs CFA. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, on fait comprendre aux Africains que c'est une bonne chose. Lorsque le principe de la fixité existe, ça veut dire que vous êtes dépouillé de l'arme monétaire. Je m'explique. Lorsqu'un pays voit son économie, dans un sens plutôt dans un, peut à tout moment
d'évaluer ou réévaluer sa monnaie pour se protéger, pour avoir ses intérêts, ils sont couverts. Prenons le cas de l'Amérique. Quand l'Amérique a connu ce problème du 11 septembre 2001, l'Amérique a fait baisser la valeur de son dollar. Et du coup, l'euro s'est retrouvé, comme on dit, apprécié. Donc, du coup, les produits français et européens sont devenus trop chers. On dit qu'ils ne sont pas compétitifs. Et quand bien le marché américain est ouvert, leurs produits étant trop chers, ils ne peuvent pas vendre. Par contre, les Américains peuvent vendre chez eux. C'est ça l'outil monétaire. Deuxième exemple, bon, dans le cas précis des pays africains de la zone franc CFA, ils n'ont pas ce droit-là parce que le taux de parité est fixe. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, nous sommes sur le marché des changes, c'est-à-dire le marché des monnaies, où il y a la loi de l'offre et de la demande. Okay. Donc, si l'offre des monnaies et des francs CFA disponibles sur le marché, c'est-à-dire la quantité des francs CFA est supérieure à sa demande, normalement, son prix qu'on appelle le coût baisse. Donc, au lieu de donner pour 1 euro, au lieu de donner par exemple 656 francs CFA, on serait par exemple à donner 1200 ou bien 1500. Du coup, c'est la France qui gère. Demande aux Africains de se faire acquéreurs, de se faire demandeurs, d'acheter leur propre monnaie, le franc CFA. Or, on ne peut pas acheter le franc CFA avec les CFA. On achète les francs CFA avec les devises. Donc, la France puise dans les comptes d'opération des multiples milliards pour pouvoir faire remonter la demande des francs CFA. C'est ce qu'on appelle soutenir la monnaie. Donc, les Africains passent plus de temps à gaspiller leurs devises, à soutenir le franc CFA, plutôt qu'à utiliser ces devises pour pouvoir importer les biens d'équipement dont ils ont besoin. Ça fait partie des réalités. Autre chose, toujours sur le problème de la fixité des parités. Okay. Vous voulez avoir une monnaie forte, n'est-ce pas? Eh bien, il y a ce qu'on appelle d'abord une surévaluation de la monnaie locale, comme le franc CFA. Puisque le franc CFA est surévalué, donc les produits africains deviennent trop chers. On dit qu'ils ne sont pas compétitifs. Donc, quand vous ne vendez pas les c'est-à-dire si vous n'exportez pas plus que vous n'importez, autrement si vous importez plus que vous n'exportez, il y a un déficit. Au total, en simplifiant, il y a un déficit de la balance des paiements. Or, une des conséquences logiques des déficits structurels des balances de paiement, c'est la dévaluation. Ce qui veut dire, les Européens le savent, si les Africains sont en train de dormir, il y a une programmation scientifique d'une série de dévaluations des francs CFA. Lesquelles dévaluations, lui, seront favorables aux Européens. Pourquoi? Parce que les Européens savent, admettons qu'avec 1 milliard, c'est l'équivalent en arrondissant de 656 milliards de francs CFA, qui donne 1 212 000 tonnes de café acheté à 500 francs CFA le kilo. Après la dévaluation, 1 euro, on va imaginer que ça vaut 1000 francs CFA. Donc le même milliard d'euros devient 1000 milliards de francs CFA. Okay. Qui permettent d'acheter 2 millions de tonnes de café, cacao, et de café à raison de 500 francs CFA le kilo. Après la dévaluation. Du coup, quand vous faites la différence entre 2 millions de tonnes qu'il vient d'avoir après la dévaluation et 1 312 000, il y a une différence de 688 000 tonnes de café pris gratuitement par le jeu monétaire sur le dos des Africains. Et ça leur est indispensable. Ça leur est utile pour reconstruire les pays pauvres de l'Europe de l'Est qui intègrent l'Europe occidentale. Pendant ce temps, l'Afrique reste démunie. Pendant ce temps, les Africains sont toujours là, dans la misère. D'accord. Donc, un des inconvénients, et surtout il faut qu'on le sache, il y a une rigueur budgétaire qui est imposée aux pays africains de la zone franc CFA. Le budget, c'est deux parties, recettes et dépenses.
Si vous gagnez 100 000 et que vous dépensez 100 000, 100 000 moins 100 000 égale 0, vous êtes en équilibre. Maintenant, si vous rentrez dans un club où vous devez payer chaque mois 50 000, on va supposer que même avec vos 100 000, vous prenez 40 000 pour payer le loyer, il vous reste 60 000 pour nourrir la famille. Oui. Du jour au lendemain, vous allez rentrer dans un club CFA où vous donnez 50 000. Il vous reste 50 000. Après avoir mis, parce que les comptes d'opération sont alimentés de façon prioritaire. Donc, il vous reste 50 000. 50 000 moins 40 000 pour le loyer, il vous reste 10 000. Objectivement, vous ne pouvez pas rester dans ce loyer. Vous changez de quartier et vous allez dans les quartiers périphériques, c'est-à-dire dans les quartiers pauvres. Et on fait comprendre aux Africains que c'est ainsi qu'ils vont se développer. Donc, si vous voulez utiliser le franc CFA, il y a une rigueur monétaire et rigueur budgétaire. Et ça se manifeste comment? Eh bien, ça se voit dans l'éducation nationale, les budgets squelettiques, dans les hôpitaux qui sont des mouroirs, quand vous voyez les bus où les gens sont entassés les uns sur les autres comme des sardines dans une boîte, etc., etc. Maintenant, on fait comprendre aussi aux Africains que parce que vous avez une monnaie forte, eh bien, vous serez plus développés. Je ne vais pas citer des gens. Mais nous disons que ça, c'est inexact. Parce qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, avec Internet, rien n'est caché. Vous prenez la Corée du Sud. Pour avoir le même héros où le Nigérien donne 656 francs CFA en arrondissant, ou le Burkinabé donne 656 francs CFA en arrondissant, eh bien, le Sud-Coréen donne 1500 won, qui est la monnaie de la Corée du Sud. Ça veut dire le won est 2 fois plus faible. Mais quel est le revenu par habitant du Sud-Coréen, qui était 690 $ en 1960? Aujourd'hui, le Sud-Coréen, c'est 32 000 $ par personne. Bien. Deuxième exemple, vous prenez l'Indonésie. Pour avoir le même héros, l'Indonésien donne 16 500 roupies. Et pourtant, le revenu, le PIB par habitant est de 5 100. Troisième exemple, vous prenez le Vietnam. Pour avoir le même héros, le Vietnam donne 29 000 dong. Donc, c'est la monnaie du Vietnam. Le Vietnam est le deuxième pays exportateur mondial du riz et le revenu par habitant est de 3 100. Quand on sait que le Vietnam a connu plus de 10 ans de guerre contre les États-Unis d'Amérique. Enfin, le dernier exemple, c'est l'Iran. Pour avoir le même héros, l'Iran donne 35 000 rials. Et pourtant, le revenu par habitant, sinon le PIB par habitant est de 13 200. Et c'est l'Iran qui fait peur à l'Occident. Vous voyez, on peut multiplier plein d'exemples comme ça. Et pourtant, nous, quand on dit c'est 35 000, ça veut dire que le riel est 52 fois plus faible que le franc CFA. Mais qui est au bas de l'échelle? C'est le Niger, c'est le Mali, le Burkina, en un mot, les pays de la zone franc CFA. D'accord, alors la conclusion, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque les Africains refusent obstinément, parce que être accolé à l'euro, qui fait gonfler artificiellement l'euro, le franc CFA, ça donne un droit de regard des Européens sur les économies africaines au même titre que la France. C'est-à-dire, on se retrouve à la conférence de Berlin où les Européens ont pu partager l'Afrique dans leurs propres intérêts. Donc, nous sommes en train de dire que les Africains doivent faire maintenant attention. Parce que tout ce qui est mis en place, si nous ne voulons pas réfléchir par nous-mêmes et que nous continuons à marcher dans ce chemin-là, on va directement dans le sous-développement, non pas dans... Nous ne serons pas des pays en voie de développement, mais en voie de sous-développement. Et l'Afrique, demain, c'est 2 milliards de personnes à nourrir. Dans 36 ans, c'est-à-dire en l'an 2050. Ça veut dire qu'il faut prendre sur soi la responsabilité de réfléchir autrement. Parce que tout le système qui est mis en place, que ce soit au niveau des comptes d'opération, le principe de la fixité des parités, tout comme le principe de la libre convertibilité dont on vient de parler, tout ça, et
peut-être que vous allez nous permettre d'en parler, le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc vers la France, tout ça, ça converge vers un même but. Enrichir la France et appauvrir les Africains. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Parce que ceux qui sont au pouvoir, il faut quand même dire un mot. Nous sommes dans un système néocolonial. Tout comme un salarié ne peut pas aller renvoyer l'employeur. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes un simple salarié. Vous ne pouvez pas vous rebeller contre l'employeur. Oui. Sinon, il vous renvoie. Mais c'est la même chose. C'est un système, on appelle système, un ensemble d'éléments liés les uns aux autres et qui concourent tous vers un même objectif. Donc, il suffit de déplacer le maillon et puis le système ne fonctionne pas. Donc, quel que soit l'individu, je dis bien quel que soit l'individu qui prend le pouvoir dans ce système, il a un premier devoir, c'est de se soumettre à l'employeur de l'Élysée. D'accord, mais ce qu'on voudrait dire, c'est que la conclusion pour vous serait qu'on enterre le franc CFA. Mais la conclusion s'impose d'elle-même encore. Faudrait-il qu'on explique aux uns et aux autres. Parce que là, quand on vous parle du principe de la libre convertibilité, il faut comprendre une fois pour toutes que c'est ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause de la France. C'est-à-dire, toutes les devises que les Africains vont avoir, ils doivent convertir en monnaie locale qui est malheureusement pour nous le franc CFA. Il y a un seul pays au monde qui peut convertir ces devises africaines en franc CFA. C'est qui? C'est la France. Donc, quand un pays obtient les devises parce qu'il y a eu transfert des fonds des Africains qui sont à l'étranger, parce qu'il y a eu des dons obtenus, parce que les Africains ont vendu, ou bien parce qu'ils se sont endettés, tout ça en devises, pour obtenir un CFA, il faut donner tout ça à la France. Et la France est là, on lui apporte tout, et elle appuie sur la machine, les francs CFA sortent de la machine. Voilà. Comme vous et moi, vous avez des devises, vous allez dans une banque, vous convertissez en monnaie dont vous avez besoin. Or, qu'est-ce qu'il faut simplement aux Africains? De comprendre que nous sommes dans une impasse. Donc, liquider le franc CFA, parce que c'est une machine qui produit les billets. Les billets de banque en eux-mêmes ne sont pas une fin en soi. Mais de la même manière que vous avez besoin du carburant pour faire marcher votre nouvelle voiture. C'est exactement ça l'économie. On en a fait une mystification. Comment on peut trouver du chômage massif dans un pays sous-développé? Un pays est sous-développé parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des ressources humaines qui sont là. Toutes les richesses du monde sont là. Pourquoi on ne peut pas mobiliser ces forces de travail? Parce qu'il manque le carburant, il manque l'argent. L'argent, c'est ce qu'on fabrique sur place. C'est ce qu'on appelle la monnaie. D'accord. Donc, le quatrième principe, peut-être si vous me plaît, je peux dire deux mots. Allez-y. Cela veut dire ceci. Celui qui investit dans la zone franc CFA peut transférer librement, sans aucune limite, l'intégralité des bénéfices réalisés, tout comme le capital initialement investi. Quelles sont les conséquences? On nous a fait comprendre que si on agit comme ça, c'est là les investisseurs étrangers, tellement on aime ces mots-là, ils vont venir. La réalité, elle est autre. La réalité, elle est autre parce que, avant de tirer les conséquences, regardons le Maroc. Si vous êtes au Maroc, vous pouvez recevoir l'argent des autres. C'est-à-dire vous pouvez recevoir des transferts, mais vous ne pouvez pas du Maroc faire des transferts. Ça le fait sortir de l'argent. Est-ce que le Maroc ne se porte pas bien? C'est bien au Maroc que les pays africains, ils vont mendier. Et ce n'est pas le seul pays. Tous les pays du Maghreb. Or, chez nous, on doit faire sortir l'argent. C'est-à-dire, là, le principe fait ce qu'on appelle une légalisation de la fuite des capitaux. Okay. Deuxième conséquence, puisque les capitaux s'en vont, dans ce contexte, il est impossible, sinon très difficile, de construire une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Si vous n'avez pas d'épargne, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous prenez le pouvoir, et je crois qu'il y a beaucoup qui se reconnaissent dans ça, vous êtes obligé d'aller vous endetter puisqu'il n'y a pas d'épargne.
Donc c'est une justification scientifiquement programmée du recours à l'endettement extérieur. Puisque vous ne pouvez même pas produire la monnaie. Il vous reste à aller vous endetter. Oh, en allait vous endetter. Vous allez obtenir des devises. Mais pour donner à qui? À la France. Vous comprenez? Dans ces conditions-là, il est difficile de favoriser l'émergence d'une classe d'hommes et de femmes d'affaires capables de prendre sur eux l'économie nationale. Puisque vous n'avez rien, puisque nous n'avons rien, alors il y a une justification programmée de l'omniprésence des investisseurs étrangers qui, eux, prennent toute l'économie nationale et font de nous des salariés qui sont mal payés. En un mot, de l'esclavage moderne. Et c'est ce qui est programmé pour l'Afrique, au moment où nous sommes là. Parce que le véritable développement, on parle souvent maintenant de l'émergence. Pour qu'il y ait émergence, il faut que l'économie repose sur les nationaux, sinon sur les Africains. Sans ça, eh bien, ce sont les autres qui viennent. Actuellement, on parle souvent des taux de croissance de 8%, 10%, etc. Mais quand on sait que la répartition du bénéfice, ça va prioritairement à qui? À ceux qui sont détenteurs du capital, qu'on appelle l'appareil de production. Ils prennent les 80%. Et on donne les miettes aux nationaux. Donc, quand bien on parle du... C'est pourquoi d'ailleurs, quand on parle du processus de taux de croissance, il s'agit d'une croissance sans développement, puisque ça ne se traduit même pas dans le panier de la ménagère. Ce sont des faits. Il faut avoir le courage d'affronter tout ça. Maintenant, si on ne veut pas, eh bien, il y a une mise en cause de l'indépendance politique durement acquise, parce que la souveraineté économique n'est pas là. Et surtout, elle n'est pas prête d'être là. Parce que la monnaie n'est pas une fin en soi, mais c'est l'outil indispensable pour justement faire tourner l'économie. C'est l'argent. Et quand on parle du triangle de souveraineté, c'est 3 points. D'abord la monnaie. Quand vous avez l'indépendance politique, le lendemain, vous sortez la monnaie locale. C'est cette monnaie locale qui fait marcher les forces de travail qui sommeillent dans le peuple. Le génie productif, le génie créatif est mis en mouvement grâce à la monnaie. Et parce que vous faites travailler les gens, les richesses qui sont produites, vous les vendez à l'extérieur. En attendant de produire vous-même vos armes, vous prenez une partie, vous achetez les armes. Et vous armez puissamment le pays, qui constitue donc le deuxième point du triangle. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et la conséquence logique du troisième point, c'est le droit positif. On ne viendra pas vous imposer un président, par exemple. Voilà pourquoi l'argent est au cœur. Quand on dit la monnaie, mais c'est l'argent. Or, c'est avec ça, malheureusement, les pays africains de la zone franc CFA jouent. Il est évident, j'insiste, quel que soit l'individu qui prend le pouvoir dans la zone franc CFA, il est obligé de se soumettre à la France. Sinon, le lendemain, lui-même, il est dégommé. D'accord, mais de toutes les façons, c'est très clair ce que vous dites. Nous allons continuer cette émission en accueillant les consultants d'Afrique Média qui vont faire leur appréciation en tant qu'observateurs de tout ce que vous venez de dire. Mais nous rappelons quand même que vous avez sur le marché ce livre-ci, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Une préface du professeur François Dengue et une préface aussi du professeur Grégoire Biogo, un savant que tout le monde connaît en Afrique. Il officie aussi en France, on le pense aussi bien. Alors, une postface du professeur Jean Ziegler que vous utilisez abondamment dans votre ouvrage. Alors, nous allons permettre aux consultants d'intervenir aussi dans cette édition parce qu'ils ont le mot à dire. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'ils convergent tous vers votre idée, votre pensée que le franc CFA devrait être démis de l'Afrique. Alors, Passion Parfait, donc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tony Michael, je suis avec beaucoup d'émotion, que j'ai suivi vraiment la brillante intervention du professeur tout à l'heure. Je suis de tout cœur avec lui parce que ce sont des thèmes, ce sont des idées que nous développons depuis un certain temps sur ce plateau. Et nous pensons aujourd'hui que nous avons en face de nous un vrai maître de la pensée économique au niveau de la libération totale de l'Afrique sur ce plan-là. Et nous pensons que vraiment, on aurait plutôt intérêt à écouter
à réécouter le professeur pour que les esprits qui tardent encore à comprendre justement dans quel sens l'Afrique doit aller soient là maintenant pour vraiment se mettre à la bonne école pour que très rapidement nous puissions aller dans un sens, la liquidation de cette monnaie nazie qui nous a été imposée depuis les années 40. Non, il y a eu au niveau de la France quelque chose d'extraordinaire qui a été le nazisme, qui a été liquidé par le procès de Nuremberg. Mais on a l'impression que la France en a retenu la substance même de cette idéologie et qu'elle a continué de nous imposer cette idéologie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? C'est-à-dire que la victime qu'a été la France a retenu la leçon de maître qui a été idée avec cette idéologie brune, mais au lieu de s'en débarrasser et de l'enterrer définitivement, l'a plutôt reproduit, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique et des hommes que nous sommes, parce que nous sommes la peau noire. Et c'est ça que je qualifie chaque fois sur le plateau de racisme primaire. C'est tout simplement du racisme primaire. Parce que j'ai lu un très bon article, l'interview de M. Eric Jennings, qui est un chercheur canadien, qui a fait un très bon développement sur la participation des Africains dans la libération de la France. Et il nous rappelle que le professeur et humaniste scientifique Théodore Monod avait dit clairement que pour lui, pour avoir vu ce qui s'est passé en Afrique, le nazisme, ou bien la colonisation, s'identifiait pratiquement au nazisme. Donc quand on regarde très bien avec les principaux développements qui ont été faits par le professeur Nicolas tout à l'heure, on se rend bien compte que la France, non seulement au-delà du refus de décoloniser, est restée dans une posture naziste vis-à-vis des Africains dans son précaré. Donc la France, je le dis avec force ici, est tout simplement un État raciste qui ne veut pas accepter, qui ne peut pas comprendre, qui ne veut pas croire à la possibilité de l'être noir d'être au même niveau sur le plan fondamental que l'être blanc. D'où, n'est-ce pas, c'est cette monnaie d'un autre âge qui nous a impliqués aujourd'hui et qui continue de nous maintenir, et c'est là où c'est très grave, dans l'état d'esclavage, c'est que le professeur a appelé tout à l'heure l'esclavage moderne. Donc on peut dire avec certitude, avec force ici aujourd'hui que l'esclavage n'a pas duré que 400 ans. L'esclavage, c'est 600 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ajoute le siècle de la colonisation, plus le siècle du néocolonialisme, qui a en fait, avec cette lourdeur, avec ce banditisme au grand jour, n'est-ce pas, sur le plan économique de la monnaie, nous sommes en plein encore dans l'esclavage. Donc il est grand temps que nos principaux décideurs, que les étudiants, que les forces vives de toutes les nations, de ces 15 pays africains qui vivent encore cette iniquité, se lèvent comme un seul homme et participent dans un travail de fond pour éradiquer, pour, comment on dit ça, démystifier et détruire le plus rapidement possible cette question de la monnaie. Et je crois que pour les jeunes Africains qui nous écoutent aujourd'hui, je leur dis, et c'est un conseil que je leur donne, écoutez, réécoutez les explications du professeur pour que les choses deviennent assez claires pour tout le monde et qu'on comprenne qu'effectivement, nous sommes dans une posture aujourd'hui de dominer et que nous n'avons plus besoin de cette posture de dominer si nous espérons un jour nous aussi entendre le Conseil des Nations la tête haute. D'accord. Alors, mais de toutes les façons, on a bien compris avec le professeur qu'il faudrait enterrer le franc CFA, mais la question qu'on veut quand même se poser, c'est après le franc CFA, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sûr qu'on réussira véritablement à se développer en créant une nouvelle monnaie, puisque c'est depuis qu'on demande à changer cette monnaie. Aujourd'hui, nous en sommes encore là. Alors, nous accueillons quand même sur ce plateau Son Altesse Royale Isaka Ekwala Isaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Tony, merci. D'accord, la question je vous la pose directement, puisque vous êtes déjà, on sait que vous convergez vers cette idée-là. Alors, est-ce que vous pensez qu'en enterrant le franc CFA et en créant une nouvelle monnaie dans la zone franque, ou alors dans les pays francophones et la Guinée équatoriale et les Comores qui sont concernés, on pourra véritablement atteindre l'objectif qu'on veut se fixer? Pourquoi pensez-vous que ce soit impossible? Puisque nos voisins, déjà le Nigeria, ont leur monnaie, même le Congo, RDC avait le Zaïre dans le temps. Je ne réponds pas, je trouve que c'est une question simpliste. Je veux dire que j'ai certainement la même indignation que Parfait Ndom. Je suis ahurie quand j'entends Ado, le chef d'État ivoirien,
Alassane Ouattara qui dit au contraire, le franc CFA, avec une parité fixe, va sortir les Africains de leur pauvreté. Mais c'est un grand fonctionnaire de la Banque mondiale, c'est un directeur de la Banque mondiale qui, FMI, machin, Bretton Woods, c'est pareil. Donc, qui peut dire ça à partir du moment où il sait que ce n'est pas nous qui battons cette monnaie, nous ne la fabriquons pas, elle nous est imposée, mais il trouve quand même que les impérialistes qui fabriquent cette monnaie, qui nous l'imposent, elle nous sortira de la pauvreté. Je ne sais pas du tout qui, de lui, de moi ou des autres Africains, est complètement, je ne sais pas, fume le tapis, je ne sais pas. C'est à se poser des questions, premièrement. Deuxièmement, ce que je reviens au professeur Abou, je dis, professeur, vous êtes un éminent pédagogue. Vous êtes un enseignant, vous enseignez en France, vous êtes africain, vous êtes indigné par ces faits-là. Qu'est-ce que vous faites pour que, je suis sûr que vous n'êtes pas seul, vous êtes une poignée peut-être, mais vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que vous faites pour que vous rapprochez de nos décideurs, vous rapprochez de nos universités, parce que c'est la pépinière de la future Afrique, les étudiants, pour que ce message soit banalisé, publié, pour expliquer cela. Parce que moi, je sais pertinemment que je me retrouve souvent en France avec des francs CFA. Personne ne les change. Pourtant, je sais que c'est la Banque de France qui est la banque par excellence qui nous est complètement, qui nous met sous le boyau. Donc, ce n'est même pas des questions à poser. Vous allez au Nigeria, c'est à peine sur 4 personnes qui changent, 1 ou 2 peuvent vous faire la faveur. Mais le dollar, c'est tout de suite. L'euro, c'est tout de suite. Vous allez avec le franc CFA au Bénin, camerounais, on ne vous le change pas. Et là, vous avez utilisé le terme savamment, vous vouliez peut-être dire diaboliquement, parce que qui peut diviser pour mieux régner. En ce moment-là, la France peut se tourner les pouces et on comprend pourquoi la France qui n'a pas de pétrole, la France qui est un petit pays, mais continue à être la 5e, 6e puissance mondiale, parce qu'elle se croise les doigts et les bras. Et nous, 16 pays africains, nous travaillons pour eux. Nous payons sa dette et tout ça. Je reviens encore une fois, j'insiste. Trouvons un moyen de porter le message à travers l'Afrique de façon pédagogique, comme vous le faites, pour que chacun de nous, les jeunes, les vieux et tout, ait les éléments de réflexion, ait des éléments pour tout seul comprendre ce qu'il faut. Mais quant à moi, je sais depuis longtemps que nous sommes... C'est ce qui se passait. Je ne suis pas une financière ou je ne suis pas une analyste financière, okay. Parce que je sais que les États-Unis, pendant longtemps, et même jusqu'à présent, les barons anglais, la notabilité anglaise, considèrent les États-Unis comme leur banque, comme leur propriété. Parce que c'était eux, c'était leur argent. Mais les Américains, ils ont réagi. Ils ont réagi en battant quoi? Le dollar. Parce que pendant longtemps, c'était la monnaie anglaise. Alors si à ce niveau-là, les gens réagissent comme ça et qu'on trouve que nous, c'est le franc CFA qui nous maintient, je ne sais pas de qui on se moque ici. Et ça, ce qui est choquant, c'est que d'avoir libéré des journaux il y a 1 ou 2 jours, j'ai dit bravo, monsieur le président Ouattara, vous commencez à comprendre. Mais de ce que je viens d'entendre là maintenant, je ne sais pas qui est-ce qu'on veut maintenir complètement comme des animaux ou bêtes sans cœur. Et parce que je n'irai pas jusqu'à ce que Parfendom a parlé de racisme et tout, je n'irai pas jusque-là. C'est une histoire de dominer des intérêts, ce n'est pas une histoire de coloration parce que de toute façon, au niveau de l'Europe même, ça se passe. Les Allemands, dès qu'ils ont un moyen de prouver aux Français que vous restez en dessous de la balance économique, ils le font. Monsieur Trichet avait tout le temps des problèmes avec le président de la Banque d'Allemagne. Donc ce n'est pas une histoire de couleur de peau, si vous voulez, parce qu'on peut être noir, il y a des noirs aux États-Unis, hein, les Nigériens sont noirs, mais ils ont refusé, ils battent monnaie. Le Congo-Kinshasa, c'est des noirs, mais c'était la monnaie, c'était le Zaïre. Donc, mais le professeur, vous êtes notre espoir. Quand je dis vous, ça veut dire vos enseignements
ceux qui autour de vous ont la même expertise, faites diffuser. Nous aussi, Afrique de Médias, à partir d'aujourd'hui, on va rediffuser, rediffuser, et de temps en temps, on reviendra dessus. D'accord, mais je pense que de toutes les façons, on peut appuyer. Hein, c'est un exemple et c'est palpable que le professeur Nicolas Gboro, il le fait déjà parce qu'on sait qu'au Cameroun, il y a une conférence qui a été donnée du côté de l'ASA, l'Action sociale africaine, avec Charles Sielenou, que vous connaissez très bien, qui n'est pas dans ce pays-là actuellement. Alors, mais de toutes les façons, nous avons aussi sur ce plateau Robert Simo qui va faire son appréciation de ce qu'a dit le professeur Nicolas Gboro. Mais parce que nous allons revenir aussi au Nigeria, qui est devenu la première puissance économique, j'aimerais bien que le professeur Nicolas Gboro donne son avis sur cette actualité-là. Alors, Robert Simo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'accord. Oui, je voudrais dire que je viens d'apprendre quelque chose de terrible. Enfin, apprendre, c'est trop dire. Je veux seulement dire qu'on vient encore de nous donner des informations qui nous confirment exactement nous, ce qu'on pense tout le temps sur ce plateau. À savoir qu'il y a des panafricanistes, félons, petits bourgeois, réactionnaires, qui sont à la tête des États africains et qui nous tirent par le bas. Ce que je viens d'apprendre ce soir, c'est inimaginable. À un moment, on se disait que oui, on se soutient, mais monsieur est venu ce soir confirmer ce qu'on pense de lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là à la solde des Français, qui n'est pas au service des Africains, et c'est malheureux. Je dis encore une fois, ce soir, je suis dépassé par les événements. Ça veut dire que le professeur vient de me boucher un coin. Et monsieur Ouattara vient de confirmer à haute voix ce qu'on a toujours pensé de lui. Ça dit que c'est l'ouvrier, ça dit, je ne peux pas comprendre, c'est inimaginable. Ce que j'ai appris ce soir, je n'en crois pas mes oreilles. Vous imaginez que le peuple africain en entier, ce sont les esclaves de la France après 600 ans. Ça veut dire qu'on est maintenu en esclavage jusqu'aujourd'hui. À cause de quelques chefs d'État qui, à cause de leur posture, pensent qu'ils peuvent maintenir tout un État, 16 pays en esclavage. Ça veut dire que nous, nos enfants vont être des esclaves, nous sommes des esclaves, nos générations seront des esclaves, et on va continuer comme ça pour faire plaisir aux Français. De grâce, je dis encore une fois, nous savons ce qui s'est passé en Libye, nous avons vu ce qui s'est passé au Mali, nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous voyons ce qui se passe en Centrafrique. Il faut qu'on arrête un peu. Vraiment, c'est inimaginable. Il faut qu'on arrête. Et pour ce faire, je pense que la seule chose qu'on essaie de dire sur ce plateau, le boycott des produits français. Je pense que ça va au moins nous permettre de penser qu'on a posé un acte. Sinon, c'est malheureux ce que j'ai appris ce soir. Au-delà de ça, il faut quitter cette saloperie de francs CFA. Il faut quitter rapidement cette histoire. Et je demande à tous les pays africains de se mettre tous comme un seul homme pour dire que le franc CFA, c'est terminé. Sinon, on hypothèque notre avenir et ceux de nos enfants. Ok, non, ça c'est très clair. Alors, professeur Nicolas Gboro, pour terminer avec vous, parce qu'on le rappelle quand même que c'est face à l'actualité, la deuxième partie nous impose d'avoir les autres panélistes ou les consultants pour apprécier ce que vous dites sur le plateau. Alors, parlons du Nigeria actuellement. Alors, le Nigeria, l'a-t-on appris, c'est la première puissance économique en Afrique. Déjà, on voudrait savoir comment est-ce que ça peut être possible. Bon, je crois que il ne faut pas tourner autour du pot, comme on le dit. Le Nigeria travaille pour lui-même, à l'inverse des pays de la zone franc CFA. Parce que nous ne devons pas noyer le poisson. Le Nigeria, c'est plus de 170 millions de personnes. Le Nigeria ne meurt pas de faim. Ce sont les forces de travail qui créent la richesse. C'est ce que les Africains doivent comprendre. Les Nigériens, quel que soit tout ce qu'on peut leur reprocher, pas d'ordre, etc., mais ce sont des gens qui travaillent. Et on ne travaille pas pour rien, on travaille quand on est payé. Bien sûr, il y a le pétrole là-bas, mais il y a aussi des pays de la zone franc CFA, comme le Gabon, le Congo-Brazza, et puis je ne sais pas. Mais qui sont des pays de pétrole, mais qui n'ont pas le même niveau. Mais on a mis en exergue le fait que la culture, parce qu'on estime que le Nigeria c'est un pays créatif, alors on a mis en exergue la culture avec Nollywood, la société de production de films. De l'autre côté, on a mis la créativité musicale. Est-ce que ces deux entités peuvent permettre de dire aujourd'hui devant l'Afrique du Sud que le Nigeria est la première puissance économique? Bon, personnellement, je ne me lance pas dans cette guerre de premier ou deuxième, mais ce que je sais,
C'est là mon objectif. Lorsque vous payez quelqu'un, il travaille. Si vous ne payez pas quelqu'un, il ne travaille pas. Deuxièmement, tous les êtres humains sont créatifs. Que ce soit en Afrique anglophone ou en Afrique francophone, eh bien, il y a... C'est-à-dire que ces êtres humains sont créatifs. Mais pourquoi dans la zone franc CFA, il y a un blocage? Pardon, nos inventeurs, ils existent bien en Afrique francophone. Mais est-ce qu'il y a l'argent pour les soutenir? Parce que quand on dit monnaie, c'est trop technique. Donc, ici, moi je pense, il faut tout simplement tirer les leçons pour dire, voilà des gens qui ne sont pas sujets d'une autre puissance comme l'Angleterre, qui ont leur propre monnaie, qui travaillent pour eux-mêmes. Les plus grands milliardaires se trouvent au Nigeria, en dollars. Donc, la monnaie est l'outil qui permet de travailler. Tout de suite, si on met, admettons, 20 avions cargo pour pouvoir prendre immédiatement 200 000 personnes, 200 000 Camerounais, on dit, bon, celui qui a sa carte d'identité monte, il va en France. Vous verrez que dans la minute qui suit, les avions seront remplis. Parce qu'on pense que notre salut se trouve en France. Exactement. Et quand on va en France, c'est pourquoi? Mais ça s'applique même au Nigérian, c'est pas seulement... Un peu partout. Non, non, non. Disons que, ce que je suis en train de vous dire, il y a de l'espace vital en Afrique. C'est le continent où il y a tout, y compris les êtres humains. C'est un problème de gestion de ces ressources humaines et de ces ressources naturelles. Mais j'ai dit, ce n'est pas la peine qu'on tourne et on noie le poisson. Ici, pour faire démarrer une voiture, il faut y mettre le carburant. Pour faire travailler quelqu'un, il faut le payer. C'est aussi simple que ça. Pour le payer en quoi? En une monnaie qui n'est pas étrangère, mais en monnaie locale. C'est de ça que nous parlons. Donc, moi je pense, compte tenu de la contrainte temporelle, on peut se poser la question, mais comment faire pour faire disparaître justement le franc CFA? Comment créer la monnaie qui va remplacer le franc CFA? Je crois qu'on peut poser cette question. Si vous me le permettez, je donne la réponse. Mais justement, c'est à ça qu'on devait arriver. Comment s'il faut pour créer sortir une du franc monnaie, CFA, prenons même une monnaie nationale, il faut 3 jours. 3 jours. Je m'explique. On va supposer que nous sommes un lundi. Le gouvernement se réunit et dit, je veux créer la monnaie du pays. Le gouvernement a pris sa décision. Cette décision est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ça, c'est lundi, ça. Le mardi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour demander l'avis du peuple. C'est-à-dire ceux-là même qui sont propriétaires du pouvoir de la monnaie. Que le peuple, est-ce que vous voulez la monnaie du pays? Ou alors voulez-vous rester dans la monnaie coloniale? Le peuple va approuver ce projet. On dit le projet est adopté. Le projet, donc, on a accepté de créer notre monnaie. Ça, c'est mardi, ça. Le mercredi, on appuie sur la machine, sort les billets de banque, les voilà. C'est ça. La monnaie est la monnaie là. Non. La monnaie c'est ça la monnaie du pays. Ok. Maintenant, ça c'est géré par un individu qu'on appelle le gouverneur de la Banque centrale. Parce que la monnaie, comme je vous l'ai dit, dort dans une maison qu'on appelle la Banque centrale, qui elle-même coiffe toutes les banques commerciales, où le citoyen lambda vient prendre de l'argent pour entreprendre. Si vous avez la monnaie du pays, au nom de quoi vous pouvez dire aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés? Des pays comme Centrafrique, 36 mois, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les agents de l'État ne sont pas payés. Des salaires qui sont bloqués pendant 25 ans. Parce que nous sommes dans la dépendance vis-à-vis de la France. C'est ça. Donc c'est de ça qu'il faut parler avec sérieux, avec insistance. Que créer de la monnaie, ce n'est pas de la mer à boire. Ça dépend de l'État. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, quand vous avez fini de créer la monnaie, il faut la gérer. La gestion aussi, ce n'est pas de la mer à boire. On n'a même pas besoin d'être un économe pour gérer une monnaie. Pourquoi? Quand vous prenez votre voiture, dans la jauge à essence, admettons que c'est 60 litres, vous faites le plein d'essence, vous voyez que c'est rempli. Et vous continuez toujours de mettre. Qu'est-ce qui va se passer? L'essence se verse, c'est du gaspillage. Mais c'est exactement comme ça la gestion de la monnaie. Vous savez, pour un pays comme le Cameroun, on dit qu'il faut 10 000 milliards
Très bien. On imprime pour les 10 000 milliards. Maintenant, si l'individu qui est là, c'est un inconscient, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale, au lieu de produire 10 000 milliards, il produit 100 000 milliards. Ça crée l'inflation d'origine monétaire. Parce que l'inflation n'est pas seulement d'origine monétaire, mais c'est de ça qu'on parle. Ça, là, c'est une question de bon sens. On se pose la question, qu'est-ce qui bloque les Africains? Donc, comme on dit chez nous, quelque part en Côte d'Ivoire, que le poisson pourrit par la tête. Donc, la France a compris ça. C'est pourquoi elle place ses gouverneurs, ses sous-préfets. Et ces gouverneurs qui Ça sont veut bien dire payés. que pour qu'il y ait un véritable changement, et je réponds à la question de notre sœur, il faut un éveil de conscience. Il n'y a pas de véritable développement d'un pays sans éveil de conscience. Donc, dans un premier temps, il faut aller vers le peuple, j'insiste sur le mot, aller vers le peuple, vers le citoyen lambda, pour dire, voilà ce qui te fait mal. Il n'y a pas de fatalité. Donc, c'est pourquoi, depuis 15 ans, madame, nous faisons ces conférences. Et l'essentiel de ces conférences, c'était jusque-là en France. On a été aux États-Unis, on a été au Canada, etc. Et après, nous avons pris conscience que c'est en Afrique, et en Afrique, qu'il faut mettre le centre du combat. Seulement pour quitter la France et venir ici, c'est nous qui cotisons pour avoir les billets tout seul. Ça veut dire, ça c'est un combat que nous menons de façon artisanale. Mais pour mener ça de façon professionnelle, il ne suffit qu'un seul Africain qui nous écoute et qui a pris conscience du problème. Je dis bien un seul. Il dit, je vous finance, mais ne dites pas mon nom. Que ce Ça soit suffit. anonyme. Un seul, Ok. je dis bien un seul. Parce que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont les officiels, ils ont le devoir de parler le langage de l'entreprise qui les a embauchés. Ok. D'accord. En tout C'est cas, ça. Donc de ici toutes les et façons, maintenant, c'est- s'il y a un seul, peu importe son rang, il dit, j'ai compris. Voilà, je finance cette campagne. Et nous avons déjà commencé partout ce qu'on appelle le mouvement pour la souveraineté économique et monétaire de l'Afrique, en abrégé le MOSEMA, qui a été créé en Côte d'Ivoire, et on met partout des sections, partout. Ici, nous sommes au Cameroun, on est en train de mettre les sections. Mais, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il ne suffit qu'un seul seulement. Il dit, dans peu de temps ou pour X raisons, parce qu'il y en a qui ont l'argent, il dit, je vais participer au combat. justement. Je voudrais être anonyme. Et il finance les déplacements. C'est aussi simple. Vous verrez que dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent, c'est la base qui va bouger. Ok. Et qui va porter en triomphe nos dirigeants pour dire, vous ne dites rien, parce qu'on sait que vous êtes enchaînés. Non, bah, Vous c'est êtes vrai que- enchaînés. C'est vrai, Donc c'est professeur. la population comme un seul homme qui va s'élever contre cette monnaie coloniale. La France n'aura pas d'autre choix que d'accepter le changement. D'accord, professeur. On pense bien que les Africains ont compris avec son milliard de téléspectateurs. On a l'habitude de le dire ici, Afrique Média. Au moins, une personne entendra votre combat et viendra au secours des Africains par votre secours, parce que vous en faites déjà beaucoup pour les Africains. Alors, nous allons peut-être sortir de cette émission face à l'actualité, parce qu'il s'agissait bien de parler de ce franc CFA et d'aborder la question du Nigeria qui est devenu la première puissance économique. Peut-être vous avez une dernière chose à dire aux Africains avant que nous nous séparions. Bien. Donc, je voudrais dire, pour qu'il y ait un véritable changement positif du visage de l'Afrique, nous proposons deux solutions, deux seulement. Pour nous qui n'avons pas de monnaie, il faut liquider le franc CFA et en lieu et place mettre la monnaie typiquement africaine. Maîtriser la monnaie, c'est maîtriser la banque centrale. En maîtrisant la banque centrale, vous maîtrisez les banques commerciales. En maîtrisant les banques commerciales et tous les circuits financiers, vous avez les moyens objectifs pour financer les projets socio-économiques
portés par les Africains. Ça, c'est le premier point. Et surtout, financer ce que nous appelons nos 13 besoins, à savoir la nourriture, donc élever les industries alimentaires. Deuxième besoin, donner de l'eau potable à tout le monde, parce qu'un être humain est composé à 70% de l'eau. On ne peut pas parler de pays émergents quand des gens n'ont même pas accès à l'eau potable. Troisième besoin, c'est l'habillement, donc des industries de textile. Quatrième besoin, c'est l'habitat. Il y a de l'espace vital. Il faut construire des milliers, sinon des millions de logements. Et les forces vitales sont là. Il suffit simplement, à travers notre propre monnaie, payer ces gens, ils vont construire les logements. Quand on a le logement, il faut y mettre de l'énergie, notamment l'énergie solaire, qui est propre, disponible. Le continent le plus ensoleillé au monde, c'est l'Afrique. Donc, financer cela, ça c'est à l'intérieur. Ensuite, sixième besoin, c'est la santé. Prendre quelques logements, pour ne pas dire quelques bâtiments, construire les centres de soins primaires au village, ensuite les dispensaires et les hôpitaux en ville, et affecter simplement le personnel enseignant et non soignant. Et surtout, produire nos médicaments, donc faire des laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, asseoir la sécurité sociale, parce que 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Ça veut dire que la sécurité sociale mise en place sera nécessairement excédentaire. Après la santé, le septième besoin, c'est l'éducation nationale. Il n'y a pas de développement du pays sans éducation nationale. Ce qui suppose que parmi les logements, les bâtiments, on favorise l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 30 élèves par classe. On a les moyens. Il suffit seulement de payer les enseignants. Les logements, les bâtiments, on peut les construire. Et ensuite, changer le programme de l'enseignement pour que ceux qui sortent, ils aient un emploi. Parce que c'est une absurdité de voir que dans un pays sous-développé, il y ait du chômage. Nos universités fabriquent des chômeurs. Il faut tout changer. Ensuite, huitième besoin, ce que nous appelons tout simplement les routes. Après les routes, neuvième besoin, les transports collectifs. Il faut qu'ils soient décents. Ensuite, dixième besoin, la défense nationale. Financer la défense pour qu'il y ait la sécurité. Onzième besoin, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que nous sommes dans un monde moderne. Ensuite, nous avons la recherche et le développement à financer, douzième besoin. On a nos inventeurs qui sont là. Ils ne sont pas aidés, mais nous devons les financer. Parce que c'est leur invention, c'est ça qui va faire le développement. Et enfin, le 13e besoin, c'est le divertissement, c'est-à-dire la culture, les loisirs, le tourisme. Qui aime plus s'amuser, comme on le dit? Ce ne sont pas les Africains. Mais on peut financer tout ça. Il y a des gens qui disent, je m'en vais à la Côte d'Azur, je m'en vais me reposer en France. Mais où ils vont? Sur des places qui sont polluées. Bref, donc ça c'est ce qu'on peut faire avec notre argent, c'est-à-dire financer ce que j'appelle les besoins primaires. Maintenant, la deuxième solution, c'est ça qu'on appelle la transformation locale de toutes nos matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis. Générateurs des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Pourquoi? Et je prends toujours le même exemple. Lorsque vous allez à Paris et que vous prenez une seule tasse de café, elle coûte à moins 2 €. Dans la tasse de café, on y met, en arrondissant, 10 grammes. Ce qui veut dire, quand le barman a vendu 1 kg de poudre, il a vendu 1 kg, c'est 1000 grammes divisé par 10 égale 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2 €, il récolte 200 €. Or, qui a produit le café? C'est bien le Camerounais, c'est bien le Ivoirien, c'est bien le... Bon. Dans le meilleur des cas, combien il a touché? Il a touché 500 €. Le pays a touché 500 €, c'est-à-dire 0,76 €. Ça ne fait même pas 1 €. Donc, dans le commerce nord-sud dont on parle, c'est pas équitable déjà. Il y a 200 € créés et nous, on nous donne, en arrondissant, 1 €. Le paysan qui te 300 francs, c'est 45 centimes. Donc, nous disons,
il faut prendre la même machine. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre la décomposition. Quand l'Européen vient au port d'Abidjan ou de Cameroun, peu importe, aller-retour, il a payé. Qui travaille, parce qu'il faut assurer aussi contre les pirates de mer, qui travaille dans ces compagnies d'assurance, ce sont les Européens. Même dans ces compagnies maritimes de transport, c'est eux. Quand on arrive au port de Rouen, peu importe, et que ça va jusqu'à je saute les étapes dans l'usine. Où est la machine? Qui travaille dedans? Ce sont les Européens. Et quand le café poudre sort de la machine, il faut emballer. Donc même dans des bouteilles, dans des sachets, dans ces compagnies d'emballage, ce sont les Européens qui travaillent dedans. Jusqu'à ce que ça arrive dans les supermarchés. Qui travaille là-bas encore? C'est eux. Et c'est à partir de là que le barman, dans ce supermarché, le barman vient acheter la poudre pour alimenter son bar. Qui travaille dans ces bars? C'est eux. Vous voyez que tous les circuits, ça a donné des milliers d'emplois. Donc nous disons, comme il y a là une extraversion de ces emplois, on prend la même machine, peu importe qu'elle vienne de France, de Chine, d'Australie, et on l'implante ici. La machine fait exactement le même travail. Sur 200 €, on peut quand même leur vendre 50 €. 50 €, ça fait 31 000. Donc sur les 50 €, comme malheureusement le paysage est toujours léger, on peut lui donner, sur les 50 €, on peut lui donner 10 €. C'est-à-dire 6 555 francs CFA le kilo. Quand le paysan obtient le kilo à 6 500, mais il sort de la pauvreté. Et lui-même, il peut utiliser son argent pour acheter des machines agricoles et améliorer les conditions de vie. Son enfant ne va plus hériter de sa pauvreté, mais de sa richesse, ce qui n'est pas le cas. Parce que là, on a mis en place ce qu'on appelle un système excluant. Excluant qui? De la consommation du produit fini, comme le kilo de café à 200 €. Le paysan qui touche 45 centimes, ou même en arrondissant 1 €, est-ce qu'il peut acheter à 200 €? Non. Donc lui, il est exclu de la consommation des biens, y compris même le bien que lui-même il a produit. Donc il s'agit de mettre en place un nouveau système incluant le producteur africain. Or là, il est exclu, il ne peut pas consommer tous les biens électroménagers, voitures, tout ça. Donc c'est à travers la transformation. Ce que je viens de prendre comme exemple pour le café cacao, c'est valable pour toutes les matières premières, peu importe qu'elles soient agricoles, qu'elles soient minières, minérales et énergétiques. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'argent, eh bien on est là, les gens viennent, ils ramassent, et puis ils prennent. Et on se contente d'exporter les matières premières. Or, exporter les matières premières, ce n'est rien d'autre qu'un appauvrissement. À travers l'exemple du café, vous voyez bien. Et il y a une conséquence. Si on transforme nos matières premières en produits finis, ça veut dire, nous-mêmes, nous allons devenir des consommateurs. Je donne un exemple. Quand l'Ivoirien, qui est premier producteur mondial du cacao, prend sa fève de cacao et va trouver le Ghanéen. Le Ghanéen, qui est deuxième producteur mondial, il vient aussi avec sa fève de cacao. Qu'est-ce qu'ils vont échanger? Ils ne vont pas échanger, puisque c'est la même fève de cacao. Donc, ils sont obligés de chercher un autre qui va venir acheter, c'est-à-dire encore l'Européen. Or, si on ferme les yeux, on les ouvre, ces fèves de cacao sont devenues des tablettes de chocolat, de tous les produits dérivés. Eh bien, ils les mangent au même titre que les Européens, au même titre que n'importe qui. Ce que je suis en train de dire. Lorsque nous allons transformer nos matières premières en des produits finis, eh bien, les Africains peuvent consommer justement les produits finis. Et l'Afrique, tout le monde le sait, sauf les Africains, est le plus vaste marché du monde en l'an 2050 avec ses 2 milliards de personnes. Donc, il y a deux solutions, deux hypothèses. Soit les Africains prennent maintenant ici et maintenant conscience et ils changent tout en leur faveur, et les Africains seront même en tête. Ils vont même dépasser la Chine. Ou alors, ils continuent de dormir. Ils continuent toujours d'ennoblir ces structures néocoloniales. Et en ce moment-là, ce sont des hécatombes. Surtout l'insécurité
Parce que ces millions de personnes, ces jeunes sans emploi, désœuvrés, ils vont chercher à tuer, à voler, à incendier partout. Okay. Donc, en prenant conscience de ça, c'est ça qui fait que nous sommes en train de courir, en train de parcourir le monde, en train d'aller parler aux universitaires et ainsi de suite, et demander à ces Africains dignes de ce nom de venir à notre secours. Nous aider simplement à aller parler aux Africains. Et que les Africains qui sont sur le continent, ce n'est pas eux qui prennent le risque. Puis c'est moi quand j'ai fini de parler. Demain, je prends l'avion, je m'en vais encore en France là-bas. Donc les gens vont dire, mais c'est un irresponsable, peut-être qu'il n'a pas d'enfants. Non, à mon âge là, je suis un responsable puisque j'ai mes enfants en France, j'ai mon épouse en France, j'ai ma famille en France. Mais à un moment donné, dans la vie, il faut se poser les questions. Qu'est-ce que je suis venu chercher sur la terre? Si c'est manger, dormir, l'animal, il mange, il dort. Merci beaucoup, professeur Agbo. Si c'est pour faire des enfants, l'animal aussi fait des enfants. Merci Mais beaucoup, il faut professeur arriver Agbo. à domestiquer son environnement. Okay. C'est ça. Donc, mon dernier message, c'est de dire aux Africains, avant qu'il ne soit trop tard, de venir ensemble participer au combat de libération nationale, parce que de ça il s'agit. Ensuite, il y a des gens, donc que je ne vais pas dire, mais qui nous écoutent, qui sont capables de nous aider, tout simplement en finançant la lutte. Et ceci de façon discrète. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, professeur Agbo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour Face à l'actualité. Alors, nous allons demander aux téléspectateurs, vous pouvez continuer à envoyer vos SMS sur la page Facebook d'Afrique Média, Afrique Média TV, et nous prendrons la peine de les lire juste après l'émission et nous vous permettrons d'avoir des réponses que peut-être le professeur Agbo nous donnera à la fin de cette émission. On consultera peut-être ces SMS ensemble pour permettre aux Africains de comprendre plus clairement les questions qui restent encore dans la zone d'ombre pour eux. Alors, merci à tous d'être passés sur ce plateau, Passion Parfait d'Homme. Merci d'être venus. Son Altesse Royale Isaka Ekwala Isaka, merci d'être venu. Robert Simo, merci d'être venu. Professeur Agbo, nous vous disons encore grandement merci d'avoir accordé cet entretien tout au long de cette émission. Et à vous, chers téléspectateurs, on continue de vous dire que l'information est en continu sur votre chaîne de télévision panafricaine. Les programmes aussi sont en continu. Bye bye.